Le journal de 23h sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres au sommaire de cette édition. Présentation à New York du programme social du gouvernement ivoirien par la ministre du Plan et du Développement. Kabaniel y partageait les avancées de la Côte d'Ivoire en matière de réformes structurelles effectuées dans tous les secteurs d'activité. À Abidjan, mardi prochain, ce sera la prestation de serment des officiers élèves et élèves sous-officiers de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Ce soir, nous vous proposons de faire immersion dans le quotidien de cette structure qui est la principale des unités de formation de la gendarmerie ivoirienne. Et puis les lignes bougent en matière d'identification en Côte d'Ivoire. L'ONESI ouvre un terminal de vérification d'identité pour lutter contre la fraude identitaire, précisément la fraude documentaire, le vol d'identité, la menace terroriste et la cybercriminalité. Bienvenue dans ce 23h. Ouvrons ce journal avec ce partage d'expériences sur le programme social du gouvernement ivoirien à New York en marge du forum politique de haut niveau pour le développement durable. La ministre du Plan et du Développement a présenté les réformes structurelles effectuées dans tous les secteurs en Côte d'Ivoire et s'il y a eu un sujet phare dans cet exposé, c'est bien les avancées en matière d'autonomisation de la femme. Le récit de Lansine Bakayoko. À New York, ces échanges avec les donateurs et autres bailleurs de fonds autour du programme social du gouvernement ont permis d'exposer les innovations, les bonnes pratiques et les partenariats stratégiques noués dans la conduite de l'agenda de la Côte d'Ivoire sur l'autonomisation de la femme. Et nous avons eu l'opportunité de présenter les grands progrès que le pays a fait sur la mise en œuvre des ODD, notamment donc les questions sur l'éducation, les questions également relatives à l'environnement. La Côte d'Ivoire a partagé son expérience sur l'accélération des ODD à travers cet instrument novateur qu'est le PS-Gouv. Malgré les progrès encourageants, la Côte d'Ivoire reste confrontée à de nombreux défis sociaux, à savoir l'élimination de la mortalité maternelle et la fin des besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Remercier la Côte d'Ivoire pour son leadership et également le système des Nations Unies. Nous travaillerons tout près de vous, avec vous, pour les populations de Côte d'Ivoire. Ce deuxième PS-Gouv en action vise à apporter des solutions durables à la problématique de la fragilité dans les zones frontalières au nord, l'accès à l'emploi et l'autonomisation des jeunes et des femmes. De comme avec le programme social du gouvernement à New York, à la tribune de l'ONU, l'armée ivoirienne contribue aussi au rayonnement de la Côte d'Ivoire, une force qui est présentée au public au cours des célébrations de l'indépendance du pays. Et le 19 juillet prochain, d'autres hommes intégreront les rangs des forces armées ivoiriennes, précisément la gendarmerie, après la double cérémonie de baptême et de prestation de serment de la 46e promotion d'élèves officiers et la 60e promotion d'élèves sous-officiers. Avant cet événement, à Boussanougou, notre reporter a fait immersion au sein de l'école de gendarmerie d'Abidjan. La structure est la principale des unités de formation de la gendarmerie ivoirienne. Reportage. École de gendarmerie d'Abidjan, temple du savoir et de la discipline. C'est ici l'une des écoles les plus anciennes d'ailleurs, dans laquelle sont formés les gendarmes dans la rigueur et le sens de l'honneur. Au nom de la discipline, tout est structuré. Chaque matin, 7 heures, rassemblement à la place d'armes, située au cœur de l'établissement. Le rassemblement est très important parce que c'est le moment de communication avec les collaborateurs. Et c'est le moment aussi privilégié pour pouvoir faire passer les instructions que nous recevons de la hiérarchie. À ce titre-là, nous avons 2 rassemblements par jour. Nous avons le rassemblement du matin, auquel vous venez d'assister, et la journée ici aussi se termine par un rassemblement. La discipline se traduit à travers plusieurs autres aspects de la formation des gendarmes, notamment au tir. L'instruction sur le tir concentre un ensemble de règles strictes que doit respecter chaque gendarme pour cet apprentissage obligatoire, spécifique à ce corps de métier. Abaissez le silencieux de tir à fond. Chargez. Dès que prêt,
Commencez le feu. Très bon, c'est ce qu'on demande. À la gendarmerie, les officiers et sous-officiers reçoivent une formation intellectuelle sur le métier spécifique du gendarme. Ce matin, nous allons voir DPG de l'infraction. Référence, nous avons article 2, 3, 4 et 5 du Code pénal. L'école a pour mission la formation des officiers élèves et des élèves sous-officiers de la gendarmerie. Elle participe à la formation continue des cadres. Nous recevons des jeunes hommes et des jeunes filles de nationalité ivoirienne. Et au bout de 2 ans, ceux-là doivent être des gendarmes accomplis. Et aussi, nous recevons des officiers des différentes écoles d'officiers. Ça peut être l'EFA de Zambacro ou toute autre école d'officiers. Nous les recevons ici pendant 1 an pour en faire des officiers de gendarmerie. Et parallèlement à ça, nous avons aussi le perfectionnement des officiers. Nous recevons des officiers subalternes ou des officiers supérieurs pour le cours d'état-major de gendarmerie. Voilà, qui est le niveau le plus élevé que nous faisons ici. Le gendarme, ce n'est pas que l'intellect. Sa condition physique est entretenue tout au long de sa carrière et cela commence à l'école, lorsqu'il est en formation. Ce parcours est un type d'entraînement, une succession d'obstacles à franchir le plus rapidement possible, ainsi que les brefs intervalles de course à pied. Il faut grimper, ramper, sauter et escalader. La gendarmerie exécute des missions de divers ordres qui font sa spécificité, à savoir des missions de police administrative, judiciaire et militaire, ainsi que le maintien de l'ordre. L'école de gendarmerie d'Abidjan prépare sa fête école qui sera marquée par le baptême et la prestation de serment de la 46e promotion du cours d'application des officiers élèves de la gendarmerie nationale et de la 60e promotion des élèves sous-officiers. Elle présente une fière allure pour accueillir les invités et parents pour cette circonstance. À leur sortie d'école, les élèves gendarmes en formation seront aptes à servir les populations à travers les différentes subdivisions de l'arme. Le leitmotiv du commandant supérieur, c'est une gendarmerie de contact. Nous sommes avec la population, nous sommes là pour les populations. Et nous dirons aux populations que les portes de l'école de gendarmerie sont grandement ouvertes. Nous les attendons le 19 juillet ici pour les sorties des différentes promotions. À ce jour, l'école de gendarmerie d'Abidjan a formé 19 719 gendarmes. Voilà, ici, il y a une valeur qu'inspire la gendarmerie, c'est bien la discipline. Le secteur de l'immobilier s'organise à une échelle sous-régionale. Les promoteurs immobiliers du privé de l'Afrique de l'Ouest souhaitent ensemble relever les défis qui freinent l'évolution de leur secteur. Lanciné Bakayoko. Cette nouvelle plateforme qui réunit les constructeurs et aménageurs agréés des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine vient encourager les États à aller vers une véritable politique de l'habitat au niveau de la sous-région. Politique de l'habitat qui devrait prendre en compte tout le processus de la construction d'un logement, entre autres l'environnement des affaires, le financement à travers les fonds de garantie et surtout la sécurisation du foncier, affirme le nouveau président Siriki Sangari. On demande de faire des logements sociaux. Les logements sociaux sont des logements qui sont faits par des banques de développement parce que ce sont des financements qui sont longs avec des taux très réduits et avec une volonté politique de nos différents États. Avec non seulement une volonté politique mais une action des États. Aucun promoteur immobilier ne peut faire un programme immobilier social s'il n'y a pas l'apport de l'État. Si tous ces problèmes transversaux sont résolus, les promoteurs privés de l'immobilier se disent en position de faire une production de masse de logements, comme le souhaitent les États. On construit, mais malheureusement le déficit ne diminue pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la vraie cible qui est atteinte. On a des quartiers précaires, ce sont des gens qui sont des smicards. Le SMIC ici c'est 60 000, donc ça ne leur permet pas d'avoir des logements. Et aussi, pour terminer, réfléchir sur un bon mécanisme de commercialisation. La mise sur pied de cette organisation s'est faite en marge des 5e journées de l'habitat ouverte à Abidjan, à l'initiative du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme.
Une structure au bon score, le Trésor public. Il réalise une bonne cotation sur le marché financier. L'emprunt obligataire enregistre un taux de réalisation de 105,45%, soit 316,35 milliards de francs CFA mobilisés. Bongo. Il s'agit de la première opération en termes de volume jamais réalisée sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au total, 316,35 milliards de francs CFA mobilisés. Pour la première cotation, ce sont 100 titres qui ont été échangés au prix de 10 000 francs CFA, soit une valeur nette de 1 million de francs CFA. La maturité de cet emprunt, couplée avec son taux d'intérêt, s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la gestion dynamique de la dette et est conforme à la stratégie de gestion de la dette à moyen terme de l'État de Côte d'Ivoire. Au 30 juin 2022, l'État de Côte d'Ivoire a pu mobiliser un montant total de 1323,9 milliards sur l'objectif annuel de 2215 milliards de francs CFA. Le succès de cette opération traduit non seulement la qualité de la signature de l'État de Côte d'Ivoire, mais aussi le dynamisme du marché obligataire de l'UEMOA. De toute l'histoire du marché financier régional, c'est la toute première fois que nous allons coter un emprunt de cette taille et c'est toute la longueur de l'État de Côte d'Ivoire. C'est donc l'occasion pour la BRV d'inviter les États ainsi que les acteurs économiques des pays de l'UEMOA à profiter davantage des opportunités offertes par notre marché à des taux et conditions très compétitifs. Lancé du 13 au 27 avril 2022, cet emprunt obligataire avait mobilisé un montant de 316,35 milliards de francs CFA pour 300 milliards de francs CFA recherchés, au taux d'intérêt de 5,75% sur une maturité de 15 ans. Le taux de réalisation s'affiche ainsi à 105,45%. Parlons à présent de la bonne gestion des finances publiques. Une conférence s'est tenue sur les rapports de la Cour des comptes et la responsabilisation des acteurs de la dépense publique. On en sait davantage dans cet élément de Jean-Luc Bongo. Les rapports d'audit 2020 de la Cour des comptes, scrutés et analysés par la société civile, membres du secteur privé, journalistes et élus, initiative de l'association Citoyens et Participation Civis Côte d'Ivoire, cette conférence publique répond à un besoin, celui de renforcer la responsabilisation des gestionnaires des finances publiques. La société civile, dans ses obligations constitutionnelles et légales, est dans son rôle d'analyser le rapport de la Cour des comptes, d'en diffuser les contenus et d'amener tous les gestionnaires, tous les acteurs de la finance publique à s'engager dans la nouvelle façon de gérer avec transparence. En tant qu'institution supérieure de contrôle, la Cour des comptes reste la juridiction suprême du contrôle des finances publiques et un gage de bonne gouvernance. Ça permet de faire comprendre aux Ivoiriens tout ce qui est fait et surtout tout le contrôle qui est fait au niveau de la gestion des affaires publiques. De faire comprendre que rien ne se fera dans le désordre et que la Cour des comptes va veiller à la bonne application, à la bonne utilisation des ressources publiques. Comme principales articulations de cette rencontre, des communications autour de thèmes comme les missions et attributions de la Cour des comptes, l'analyse citoyenne des 2 rapports 2020 de la Cour des comptes. À présent, ce communiqué de la Direction générale des hydrocarbures, il a été donné de constater des activités illicites de commercialisation transfrontalière de produits pétroliers à partir de certaines stations-service situées dans les régions frontalières de notre pays. Cette pratique qui se fait au détriment de l'économie ivoirienne est due à la différence des prix des dits produits pétroliers entre la Côte d'Ivoire et les pays frontaliers. Les prix des produits pétroliers pratiqués sur le marché ivoirien sont bas du fait de la subvention de l'État de Côte d'Ivoire au profit des consommateurs ivoiriens. Il est donc demandé à tous les distributeurs agréés pour la distribution de produits pétroliers d'éviter de s'adonner à cette pratique illicite. Des missions de contrôle sont en cours et tous les contrevenants, stations-service et usagers subiront
toute la rigueur de la réglementation en vigueur, notamment le remboursement de la subvention de l'État sur les produits pétroliers. Un communiqué signé à Abidjan ce 17 juillet 2022. Nous venons à ce sujet en une de ce journal. L'Office national de l'état civil et de l'identification lutte contre toute forme de fraude identitaire. Elle met désormais à disposition des opérateurs publics et privés un terminal hors ligne pour la vérification et l'authentification des titres d'identité. Plus de détails dans ce compte-rendu de Hervé Blé. L'ONESI innove dans la lutte contre la fraude documentaire. L'Office national de l'état civil et de l'identification dispose désormais d'un terminal de vérification d'identité. Dès qu'on fixe démarrer, l'appareil nous demande un numéro CAN. Ça se trouve en bas à droite de la carte d'identité. Dès qu'on finit de rentrer le numéro, on scanne la carte. Automatiquement, on a les données de la personne authentifiées. Maintenant, on peut vérifier l'identité de la personne qui est en face en prenant ses empreintes. On peut aussi procéder par photo. Le terminal de vérification d'identité vient renforcer la sécurité numérique des cartes de séjour et cartes nationales d'identité, des titres d'identité produits par l'ONESI. La personne qui dispose de ce terminal peut d'abord vérifier que la carte, elle est d'abord elle-même, c'est une carte qui a été délivrée par l'ONESI, va fiabiliser la carte, mais ensuite il va authentifier le porteur de la carte à l'aide des informations qui sont sur la carte. Nous pensons que nos premières personnes qui sont sujettes à utiliser ce terminal sont toutes les agences qui ont le besoin de vérifier d'abord l'identité des personnes qu'elles ont en face et aussi d'authentifier que la personne est vraiment la personne qui détient ce document. Le directeur général de l'Office le souligne, le terminal de vérification d'identité a été pensé et conçu par ses services avec le soutien de Semlex, son partenaire technique. Il apporte une solution à la lutte contre la fraude documentaire, l'usurpation d'identité et autres fraudes documentaires qui, selon lui, a fait perdre aux entreprises environ 42 milliards de francs CFA entre 2018 et 2020. Et voyons le traditionnel point sur la situation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ce dimanche 17 juillet 2022, 82 nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés. 72 nouvelles guérisons également à cette date du 17 juillet. La Côte d'Ivoire compte 295 cas actifs. Et à cette date, sachez qu'un total de 15 142 980 doses de vaccins ont été administrées par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle sur le territoire ivoirien. Nous sommes dimanche, c'est le jour du Seigneur pour les chrétiens ou jour de repos pour certains, bien évidemment en conformité avec une norme sociale qui veut que ce jour soit un jour de repos hebdomadaire. Le gouvernement le met à profit pour apporter son assistance aux familles en difficulté. Et d'ailleurs, dans le cadre du dimanche Solidarité, 2 familles, à Yopougon et à Bobo, ont été ciblées par la ministre Belmandogo, Ahmed Traoré et Issa Yeo. Il est 12 heures, passé de 7 minutes, ce dimanche, quand la ministre Belmandogo rend une visite surprise à Bertine Boiseau-Doyi, une septuagénaire veuve depuis 2004 qui toute seule s'occupe de ses enfants. Moment d'émotion à la vue de la ministre. Mon mari est mort en 2004 à Guitrezon. À ce temps, j'avais mon bébé, elle avait 3 mois et puis il est mort. Moi-même, je ne connaissais pas Abidjan. On était au village. Et puis, il a eu concours et puis on est venu. Il n'a même pas mangé un peu et puis il est mort. Mes enfants. Depuis là, je suis avec mes enfants. Ils sont 5. Les grands ne sont pas là actuellement. Puis je vis avec eux. 3 sacs de riz, un carton de savon, 2 paquets de pâtes alimentaires et surtout un congélateur, plus une enveloppe symbolique. Ce sont là les cadeaux reçus par Bertine. Un geste apprécié par les populations du sous-quartier de Banco 2 dans la commune de Yopougon.
Après Yopougon, Kapsu à Bobo, plus précisément à Ndotri. Cette fois, c'est la famille Fofana qui reçoit des cadeaux de la ministre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a reçu la visite du gouvernement et on ne s'entendait pas à tout ce que la ministre a fait pour nous. Parce que nous a apporté d'abord des vivres et puis une enveloppe. Ce n'est pas permis. Beaucoup d'hommes ont eu des problèmes, mais ce n'est pas tout le monde qui a reçu ce genre de dons. Donc vraiment, nous tenons à remercier la ministre et tout le gouvernement. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté entend visiter d'autres familles en difficulté. Une initiative qui rentre dans le cadre du concept Dimanche Solidarité. Dans le cadre des Dimanches de la Solidarité, nous étions ce matin à Yopougon. Nous sommes maintenant à Bobon-Dotré où la famille Fofana a hérité d'une maison de leur mère, paix à son âme. Et cette maison-là, suite aux pluies diluviennes, a été impactée. Nous avons constaté tout à l'heure que les dégâts sont énormes. Et donc le gouvernement est venu apporter l'assistance à la famille Fofana. Le concept Dimanche Solidarité s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. Voilà de belles actions pour ce dimanche spécial Solidarité. Je vous propose à présent une rétrospection. Sur ce plateau, à l'édition de 13h, Herman Guivet recevait Ronsard Kouma dans le cadre du magazine du dimanche, les échanges emportés sur la lutte anti-drogue aux frontières. Un extrait. On ne peut pas craindre à nos frontières parce que la Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions pour que la lutte puisse être efficace. Lesquelles? Tous les grands commandements, les commandements douane, police, gendarmerie, eaux et forêts, la police maritime, tous ces grands commandements ont des unités spécialisées en matière de lutte contre la drogue. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a des outils qui permettent aujourd'hui de lutter contre la drogue. Ce sont les scanners. Les scanners permettent d'aller au fond des véhicules, de pouvoir désosser les véhicules, si je peux le dire ainsi. Il y a même un pays de la sous-région qui fait frontière avec nous, qui a pris une grande quantité d'une substance blanche, qui ne savait pas de quoi il s'agissait. Il a fallu la Côte d'Ivoire pour les aider à savoir que c'était de la cocaïne. Au-delà de ces grands commandements, il y a des unités interagences, comme l'UCT. À l'aéroport aussi, nous avons une structure interagence qu'on appelle la CAT, la cellule aéroportuaire anti-trafic. Et en matière de loi, il y a longtemps, les spécialistes se battent, mais avec le président Alassane Ouattara et le Premier ministre Patrick Hachi et le ministre Vagondo, beaucoup de choses ont été faites. La loi a dépassé l'Assemblée nationale. Elle a dépassé aujourd'hui pratiquement le Sénat et va être promulguée par le chef de l'État. Et dans cette nouvelle disposition, tout est prévu comme le veut la communauté internationale. Le volet santé, le volet surveillance, le volet recherche, le volet l'argent de la drogue, lutte contre la drogue. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire prépare tout et tout est prévu pour que la lutte puisse être efficace. Vous pouvez venir nous voir, dénoncer dans un commissariat pour que toutes les structures se mettent en branle afin que nous puissions protéger efficacement la population comme le gouvernement nous le demande. Partons à présent pour l'EBAM, à 3 km de Guibérois. Les cadres de ce village se souviennent de l'action de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire, qui a terminé sa mission il y a quelques années. Ces actions continuent d'impacter positivement les populations et on le voit dans ce reportage de Khalil Diomandé et Walter Amadou Ouattara. 7 ans après, les populations du village de l'Ebam, situé à 3 km de Guibérois, se souviennent encore des actions posées par l'opération de maintien de la paix des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. En 2015, cette organisation a reconstruit dans la localité un bâtiment de 3 salles de classe avec bureau. Elle a également offert une cantine scolaire, un bloc sanitaire et une pompe à motricité humaine. Aujourd'hui, les meilleurs élèves de cet établissement scolaire sont auréolés. Occasion propice pour les cadres de l'EBAM de traduire leur reconnaissance à l'ex-ONUCI, mais surtout d'inviter ces enfants à cultiver l'excellence
pour assurer la relève des cadres de l'EBAM. L'organisation de ce jour, au-delà du caractère festif, est une entreprise qui vise à répondre à une partie importante de mes préoccupations. Ces préoccupations concernent le problème épineux de la constitution de la relève des cadres. Cette constitution de la relève passe par le développement intellectuel et psychomoteur des jeunes écoliers, le formatage des esprits de ces derniers au goût du travail excellent à l'effet d'en faire des cadres plus performants. Les enseignants de l'RPP et l'EBAM l'ont bien compris. Ils savent que l'école est le lieu où l'on doit cultiver l'excellence pour l'avenir radieux d'un pays. En choisissant de récompenser les meilleurs élèves, ils appellent les uns et les autres à l'excellence. Notons que, durant sa mission, l'ES-ONUCI a renforcé la cohésion sociale à travers plus de 1000 projets à impact rapide et l'organisation des sessions de dialogue intercommunautaire dans toute la Côte d'Ivoire. En mai dernier, il s'est tenu le Festival international du cinéma africain de Khouribga au Maroc. La 3e édition de projection de films à la prison de cette ville s'est également tenue à cette même période. Et pour cette année, les autorités pénitentiaires ont insisté sur le respect des droits des incarcérés. Le reportage de Issa Chonoyeo et Fernand Conan. C'est désormais une tradition depuis 3 éditions. Des films sont projetés à la prison de Khouribga pour les incarcérés. Ce, à l'occasion du Festival international du cinéma africain de Khouribga au Maroc. Cette année, le respect du droit des prisonniers au cœur des débats. Un prisonnier est privé de liberté, mais il doit garder tous les autres droits fondamentaux, dans le droit à la culture, dans le droit au loisir, dans le droit à maintenir des contacts avec la famille. Un prisonnier n'est privé que de liberté. Une initiative saluée par la délégation burkinabé, pays invité d'honneur. C'est une très belle expérience. Je dois dire que c'est tout ce que les responsables de l'administration pénitentiaire, dans tous les pays d'ailleurs, souhaiteraient. Parce qu'on a toujours pensé que la culture, c'est un moyen très efficace pour pouvoir parvenir donc à la transformation qualitative des personnes détenues dont les administrations pénitentiaires ont la charge. Au cours d'un panel, des spécialistes sur la question des migrations ont montré le rôle que peut jouer le cinéma dans le respect du droit des prisonniers. Que la prison n'est pas forcément une coupure radicale avec le monde extérieur, même si on est privé de liberté, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas sortir, aller faire les choses qu'on a l'habitude de faire quand on n'est pas derrière les barreaux, comme on dit vulgairement. Mais dans le même temps, on se rend compte que ce n'est pas suffisant, puisqu'il faudrait qu'il y ait des actions de caractère holistique entre les pays d'origine de ces migrants qui sont incarcérés pour différentes raisons et différents délits, et le pays qu'ils ont abandonné pour différentes raisons là aussi. Je pense que d'abord, essayer un peu de meubler la vie du détenu en lui projetant non seulement des films, mais aussi des films de son pays, ça, elle essaye un peu de le laisser connecter avec ses racines, parce que ce qu'on est en train de punir, comme je l'ai dit dans mon intervention, c'est le délit, ce n'est pas la personne. Et là, c'est une occasion non seulement de rompre les liens avec ses racines et avec son pays, mais aussi le pousser à mieux réfléchir, disons, pour essayer un peu de changer, disons, son comportement vis-à-vis du délit qu'elle a fait. En définitive, les panélistes ont exhorté les cinéastes à produire davantage afin de mieux expliquer la migration et l'intégration des peuples. Et je vous propose à présent de faire le résumé des faits marquant l'actualité d'ici et du monde ces 7 derniers jours. Le corps de José Eduardo dos Santos a été autopsié à Barcelone, en Espagne. Les avocats d'une des filles de l'ancien président angolais l'ont confirmé lundi dernier.
C'est à sa demande que l'autopsie a eu lieu. José Eduardo dos Santos s'est éteint le vendredi 8 juillet à 79 ans des suites d'un arrêt cardiaque à Barcelone, où il vivait depuis 2019. Des milliers de personnes sont allées se recueillir sur le passage du cortège funéraire de Shinzo Abe qui a circulé devant des lieux symboliques de Tokyo. La cérémonie des obsèques s'est déroulée en début d'après-midi au temple bouddhiste Zojoji, dans le centre de la capitale nippone. 18 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden est arrivé mercredi dernier en Israël pour sa première tournée au Moyen-Orient. L'objectif de ce déplacement est de renforcer les relations avec les deux principaux alliés américains dans la région, Israël et l'Arabie saoudite. Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet s'est tenu jeudi sur les Champs-Élysées à Paris. Emmanuel Macron a présidé les célébrations de la fête nationale marquée par la guerre en Ukraine. Le pays était à l'honneur cette année avec d'autres de l'Est de l'Europe. La patrouille de France a peint le ciel parisien en bleu, blanc et rouge et environ 6300 personnes ont défilé cette année. Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères, et Sébastien Lecornu, ministre des Armées français, ont affirmé vendredi à Niamey leur volonté d'approfondir le partenariat clé de Paris avec le Niger sur les plans économiques et militaires. Le Niger est devenu le partenaire central de Paris au Sahel. Plus d'1 millier de militaires français et des capacités aériennes y seront maintenus dans le cadre d'un partenariat de combat visant à sécuriser la zone frontalière avec le Mali. Un avion cargo s'est écrasé samedi dernier dans la soirée près de la localité de Paléochori-Kavalas, dans le nord de la Grèce. L'avion assurait la liaison entre la Serbie et la Jordanie et venait de demander une autorisation d'atterrissage d'urgence sur l'aéroport grec de Kavala. En Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC a annoncé la mort de Jessie Duarte à l'âge de 68 ans, nommé secrétaire général de l'ANC en mai 2021. Avant de se mettre en retrait en novembre pour soigner un cancer, elle était un pilier du parti au pouvoir. Voilà donc pour les 7 points marquants, l'actualité ces 7 derniers jours. À nous de conclure ce journal. Merci de nous avoir suivis.